Bien, nous changeons un peu d'objectif de travail. Jusqu'ici, nous étions sur des rappels, sur des définitions, sur des précisions sur le type de comportement qu'ont les éléments de trace en fonction de leur coefficient de répartition, qui lui-même est dépendant de plusieurs facteurs. Maintenant, on va aller voir ce comportement de ces éléments de trace lors des processus de différenciation. Et le premier processus de différenciation, c'est la fusion partielle, évidemment, processus par lequel les magmas prennent naissance. On verra ensuite la cristallisation fractionnée et processus par lequel les magmas évoluent depuis des compositions généralement basiques vers des compositions de plus en plus acides, pour voir comment se comportent les éléments de trace et comment on peut prévoir le comportement de ces éléments de trace. Les compositions en éléments de trace peuvent aussi changer quand vous avez des mélanges de magmas. Quand vous avez un magma qui évolue, puis un autre magma qui arrive, ils se mélangent entre eux, ça perturbe un peu le système, et les éléments de trace vont avoir un comportement particulier. Et puis vous avez le quatrième processus, qui n'est pas le dernier, il y a d'autres processus un petit peu plus compliqués, qui est celui de la contamination crustale, où donc à notre système sont ajoutés des matériaux et digérés dans le marais, ce qui modifie complètement, peut modifier beaucoup la composition de ces magmas. Donc, premier processus par lequel les magmas prennent naissance, les magmas prennent naissance dans le manteau supérieur, ils peuvent prendre naissance dans la croûte inférieure, ils peuvent prendre naissance dans la croûte moyenne, et les processus donc qu'on va décrire maintenant sont valables pour l'ensemble de ces différents lieux de fusion partielle. Bien, quels sont les différents types de fusion partielle? Alors, la fusion partielle, elle est de deux types. Soit c'est une fusion équilibrée, où vous avez donc un solide qui se met à fondre et produit un melt, et ce melt reste toujours en contact avec le solide. Très bien. Donc, batch melting ou fusion équilibrée. Le melt et le solide restent en contact jusqu'à égalité des potentiels chimiques. Le deuxième type de fusion partielle, c'est la fusion fractionnée ou la Rayleigh melting, c'est que les produits de fusion partielle sont séparés du résidu cristallin au fur et à mesure que se fait la fusion. Vous avez un solide qui se met à fondre, vous avez un premier liquide qui se forme. Dès que ce premier liquide peut migrer et former un système indépendant, il peut partir vers le haut. Tous les liquides sont en route vers la surface grâce à leur faible densité, évidemment. Donc tout le monde fout le camp vers le haut. Ils partent vers le haut, ils sont séparés du melt. Donc l'équilibre qui existait dans le premier cas n'est plus. Ces échanges sont arrêtés. Donc le melt évolue, le solide peut refondre une deuxième fois, il produit un deuxième melt qui va encore grimper, etc. Donc il y a une séparation continuelle entre le melt et le résidu cristallin. Bien. Merci beaucoup. Cette séparation du melt produit de son résidu cristallin se fait quand la roche, qui par exemple est une lherzolite dans le cas du manteau, atteint son seuil de perméabilité, c'est-à-dire un taux de fusion partielle suffisant pour rendre la roche perméable et permettre au melt de percoler, c'est une percolation, de percoler et d'aller vers le haut. La percolation est tout à fait analogue à ce que l'on peut imaginer quand on fait du café. Vous avez le café italien, vous savez, vous avez en bas de l'eau, vous mettez une petite capsule dans laquelle vous avez le café, vous fermez, vous chauffez, la vapeur percole entre les grains du café et elle part vers le haut. C'est exactement le même principe, c'est une percolation, c'est-à-dire que ça passe entre les grains et ça s'enfuit. Voilà. Ceci se fait une fois la roche atteint un seuil de perméabilité, donc après un taux de fusion partielle bien précis. Alors, ce seuil de perméabilité, c'est le facteur principal qui permet donc la séparation.
Pour les roches du manteau supérieur, il est autour de 2 à 3%. Vous voyez, donc c'est pas beaucoup de fusion partielle, c'est peu, 2 à 3%. La roche devient perméable et les liquides peuvent migrer. Donc, qu'est-ce que vous allez comprendre? C'est que dans le premier cas, jusqu'à 2-3% de fusion partielle, j'ai une fusion équilibrée. J'ai le premier cas, puisque le melt reste en contact avec le résidu cristallin. Jusqu'à 2-3%. Une fois 2-3% de fusion partielle atteint, le système devient perméable, ça sépare. Et la cristallisation devient, la fusion, excusez-moi, devient donc fractionnée, devient non équilibrée. Ok? Donc en fait, la réalité c'est exactement ça, c'est que la fusion est un mix, un mélange entre un processus de fusion équilibrée et un processus de fusion fractionnée. Le passage de l'un à l'autre se fait quand la roche aura fondu à un degré précis qui définit donc une perméabilité de la roche permettant à ce melt de s'échapper. Les processus de fusion partielle sont donc un type intermédiaire entre la fusion équilibrée et la fusion fractionnée. Bien. On va simuler cette fusion partielle dans un système ternaire, dans lequel j'ai 3 phases, A, B, C. Nous ne sommes pas dans le métamorphisme, nous sommes dans le magmatisme. Donc, ce que vous aviez hier en tête, vous le changez, et là, on redevient dans les roches magmatiques. On va imaginer donc A, B, C, 3 constituants indépendants, qui peuvent aussi former des phases dans le système. La phase A, ici, la phase B et la phase C. Ici, ce sont les domaines de saturation de la phase A, domaine de saturation de la phase B. Ici, vous avez les courbes monovariantes et vous avez ici le point eutectique du système. Je vous donne un exemple de ce que vous savez déjà, c'est le processus de cristallisation. On oublie la fusion, on travaille sur la fusion, mais je reviens sur la cristallisation. J'ai un liquide de départ, un magma basaltique, n'importe quoi, qui a cette composition-là, X, ici. Vous voyez, qui contient donc une quantité précise des constituants indépendants A, B, C. Il se met à cristalliser. Je tire la ligne de A à X, et de X à Y, j'ai X qui cristallise. À Y, la courbe monovariante est touchée, j'ai une syncristallisation de X et de Y, jusqu'au point eutectique E1, où B s'ajoute à la cristallisation. Et j'ai donc ici une syncristallisation, une cristallisation simultanée de A, de B et de C, jusqu'à épuisement total du liquide. D'accord? La dernière goutte de liquide. Donc, la cristallisation commence ici et se termine là. Mais le produit final, c'est un mélange qui correspond à ce que j'avais au départ. Il ne correspond pas à la composition de E1, il correspond à la composition de départ. Ok? Maintenant, essayons de faire l'inverse. Exactement l'inverse. Prenons un solide, et non pas un melt de composition X, qui contient un certain pourcentage de A, de B et de C, mais cette fois-ci c'est solide, c'est pas un liquide, d'accord? Et il se met à fondre. On chauffe jusqu'à une pression bien précise. Oui, mademoiselle. Oui, vous avez levé la main. Non? C'est une erreur. C'est pas grave. C'est une erreur? Ok. Bien, donc si maintenant on fait donc une fusion d'un solide, à votre avis, où la première goutte de liquide va apparaître? On va faire augmenter la température. Dès que la température atteint 1150 degrés, c'est-à-dire la température de E1, j'ai la première goutte de liquide qui apparaît. Et elle apparaît où? Ici. Et elle correspond à quoi? À la fusion simultanée de A, de B et de C. Ici. Et le point figuratif du liquide, le point qui représente mon système, ne bouge pas de E1 jusqu'à ce que la phase B ait disparu. Et à ce moment-là, il suit le chemin E1
Y avec fusion simultanée de A et de C. Je répète, un solide qui a la composition de X va se mettre à fondre parce qu'on va augmenter la température. Quand la température atteint 1150 degrés, qui est la température de l'eutectique E1, la première goutte de liquide apparaît ici. Elle a exactement cette composition. Elle correspond à la fusion simultanée, en même temps, de A, de B et de C. Le point ne bouge pas. La quantité de liquide augmente jusqu'à un moment où B disparaît. Il aura entièrement fondu. Ce B, à ce moment-là, le point du système, le point figuratif du liquide, on dit quitte E1 vers Y, avec fusion simultanée de A et de C. Jusqu'où? Jusqu'en Y. En Y, tout C est fondu. La température continuant à augmenter, le point figuratif va de Y à X, avec fusion de X, et une fois le point figuratif arrive sur X, le système est entièrement fondu. Et je redeviens sur celle d'avant. Ok? On va le reprendre ça. Je vais le reprendre un grand nombre de fois et de façon à ce que ça rentre. J'ai ici donc un point X qui contient 40% de A, 30% de B et 30% de C. Ces valeurs-là, vous les avez en tirant les traits parallèles aux trois côtés. C'est la composition globale de mon matériel solide. C'est ce qu'on appelle la source magmatique. Nous sommes d'accord? C'est ma source. Ok. J'ai ici une augmentation de température. Par exemple, début de fusion. Alors, j'ai dit augmentation de température par exemple. Ça peut être autre chose. Ça peut être une baisse de pression. D'accord? La baisse de pression induit une fusion du système passive, c'est-à-dire sans chauffer. En plus, donc augmentation de la température par exemple, début de fusion, le premier liquide apparaît en E1, ce que je viens de dire. La fusion continue avec l'augmentation de T, produisant toujours un liquide de composition E1. Le liquide de composition E1, c'est-à-dire avoir la composition de liquide, il suffit que je tire les traits comme ça, pour avoir la composition de liquide E1, jusqu'à ce qu'une phase soit complètement consommée. Pour X, c'est la phase B. Pourquoi B? Parce que la phase B, rappelez-vous, lors de la cristallisation, c'est celle qui a cristallisé en dernier. Ce qui cristallise en dernier, c'est celui qui faut le premier, toujours. La fusion est exactement l'inverse de la cristallisation. Je parle en fusion équilibrée. C'est une règle, ça. Hein. Quand on a une fusion équilibrée, c'est-à-dire que ce qui est produit reste toujours en contact avec le solide, la cristallisation est exactement l'inverse de la fusion et la fusion est exactement l'inverse de la cristallisation. Ok. Donc, dans ce cas-là, c'est B qui va disparaître en premier. Ensuite, je peux à tout moment calculer la part du melt et la part du solide. Par exemple, je veux savoir au moment où B a entièrement disparu, le point il va à peine quitter le point E1 pour partir vers Y, je dis hop, là, quelle est la composition de mon système? Ben, la composition de mon système, il contient quoi? Il contient un liquide plus A plus C. Nous sommes d'accord? B a entièrement disparu. Alors, qu'est-ce qui va quel est le segment qui va représenter mon système? Le segment, c'est le segment E1 X'. E1 X', dans lequel X' représente les minéraux qui restent, c'est-à-dire A et C, et le point E1 ici représente le melt. Je peux même avoir les proportions. Ça, c'est la proportion des minéraux, A et C, et ça, c'est la proportion du melt. D'accord? Je peux même connaître la proportion de chacun des minéraux. Ça, c'est la proportion de A plus B. Et dans cette proportion, ça, c'est la proportion de B. Et ça, c'est la proportion de A. Nous ferons un TD là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Et puis, vous travaillerez aussi avec M. Taher sur ces aspects de pétrologie expérimentale qui sont fondamentaux pour comprendre le comportement. Bien. Fusion équilibrée, le batch melting. Premier cas, on va reprendre ce qu'on a dit. Fusion E1. ABC fond A. Alors, pas oublier. La fusion commence en E1, c'est-à-dire à 1150 degrés. A, B et C fondent à température constante et en proportion de E1. Quand vous êtes en E1, vous pouvez chauffer comme vous voulez
la température reste constante. Ok? On va y revenir. Et le liquide que vous formez a toujours la composition de E1, c'est-à-dire qu'il contient 100% de A, de B, de C, en termes de constituants indépendants, évidemment. Alors, vous pouvez chauffer, ça ne bouge pas. La température recommencera à augmenter quand la phase B a disparu. D'accord? Je vous rappelle que dans ce diagramme, tous ces isogéothermes vous montrent la température. Ici, la température reste constante. Quand vous quittez le point, 1150 degrés, 1200 degrés, ça c'est 1250 degrés, ça c'est 1300 degrés. D'accord? C'est à ce moment-là que la température se met à augmenter. Entre E1 et Y, les phases C et A fondent simultanément jusqu'à Y. X et Y sont collinaires. X et Y sont collinaires, sont sur la même ligne. La phase C ayant totalement disparu. C va disparaître. À ce moment-là, la fusion continue de Y à X, où A fond, petit a fond, jusqu'à X. Le système est alors entièrement liquide. Donc le chemin de la fusion totale équilibrée d'un solide de composition X, c'est E1, Y, X. C'est le chemin de la fusion. On appelle ça le chemin de la fusion, le trajet que suit la fusion avec des règles précises. Température constante en E1, fusion simultanée des trois phases, production d'un liquide de composition E1 avec une température constante. La température recommencera à monter quand la phase B disparaît. À ce moment-là, le point figuratif de mon système est E1Y. Sur ce trajet, j'ai fusion simultanée de A et de C jusqu'en Y. En Y, tout C aura disparu. D'accord? Le point figuratif quitte le point Y vers le point X avec fusion exclusive de A qui reste. En X, tout est fondu. En X, à 1250 degrés, tout le système est fondu. Ça marche? Si vous voulez faire la cristallisation, vous faites exactement le schéma inverse. Ça marche? Très bien. Ça, c'est donc assez fondamental, non pas pour ce que l'on va faire en termes de modélisation, même si ça a son importance, vous le verrez, mais c'est pour pouvoir visualiser la façon dont les choses se passent réellement dans la nature, à des profondeurs. Par exemple, si vous imaginez que vous êtes dans le manteau, vous imaginez que vous avez une pression énorme, une température énorme, et bien les processus se font comme ça parce que ces diagrammes sont construits à partir d'expériences, c'est de la pétrologie expérimentale, qui reproduisent des conditions qui peuvent par exemple régner dans le manteau supérieur. Bien, le fractionnel melting maintenant, la fusion fractionnée, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, je vais enlever le liquide qui s'est formé et je vais avoir un deuxième solide, différent du premier. D'accord? J'ai un solide que je fais fondre, il y a une quantité de liquide qui est formée, ce liquide quitte le système, j'ai un nouveau solide. J'ai un nouveau solide qui peut se remettre à fondre lui-même. D'accord? Essayons cela. Essayons cela. Pour la fusion fractionnée, donc ce qu'on a appelé la relay melting, la composition chimique des systèmes change continuellement. Le melt change de composition et le solide qui reste aussi change de composition. D'accord? À cause de la séparation cristaux-liquide, à cause toujours de ce fameux fractionnement. Allons-y, on va imaginer que nous reprenons la fusion comme tout à l'heure. J'ai un solide X qui font un E1. D'accord? Font E1. Je suppose que je vais, une fois la phase B disparue, donc j'ai une fusion A plus B plus C à la température et à la composition fixe, toutes les deux de E1, d'accord? La fusion se fait et à un moment, B disparu, hop, j'arrête le système. Le liquide fout le camp et j'ai un nouveau solide. Donc le liquide, il a la composition de E1, je connais parfaitement sa composition en termes de constituants indépendants A, B, C, et j'ai un nouveau solide qui contient quoi? Qui ne contient plus de B, qui ne contient plus que A et C. Nous sommes d'accord? Alors, si la température continue à augmenter, à quel moment la fusion va-t-elle reprendre?
Alors je vous rappelle que si on n'a plus que la phase A et C, nous ne sommes plus en système ternaire, puisque B a disparu. Nous sommes dans un système binaire, qui est là. D'accord? Ce système binaire, il a un eutectique, E2. Alors, la fusion ne peut reprendre, ne peut continuer, que si la température atteint la température de E2. Et à ce moment-là, je vais avoir fusion simultanée de A et de C. Vous voyez, donc c'est totalement différent par rapport au cas de tout à l'heure. Ça marche? Reprenons. Dans ce cas, une fois la phase P fondue, la composition du système est X'. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La composition du système, elle est X'. Elle est là. Je relie E1 à X et j'obtiens systématiquement le point X'. C'est la composition de mon système. Aucune fusion ne peut se produire jusqu'à ce que la température du système dépasse celle de l'eutectique binaire, E2. Il faut que la température soit supérieure à ça pour que ce nouveau mélange fonde. Ok? Voilà. Reprenons en termes d'évolution de ce système. Donc nous avons notre système ici, ABC, et nous avons ici deux diagrammes, l'un pour la fusion équilibrée, le second pour la fusion fractionnée, et ces diagrammes reflètent les pourcentages de fusion partielle, c'est-à-dire la quantité de liquide produite par rapport à la totalité du système. On appellera ça F, un petit peu plus tard, F qui est le taux de fusion, d'accord, en fonction de la température. Et prenons le premier cas de la fusion équilibrée. Donc, la fusion équilibrée commence où? Commence au point E1. D'accord, à 1150 degrés, ici. Quand la fusion commence, le pourcentage de fusion partielle augmente, mais la température reste constante. C'est ce que j'ai dit. Vous pouvez chauffer comme vous voulez. Vous apportez le chalumeau, vous apportez un four, vous apportez ce que vous voulez. Vous faites chauffer comme vous voulez, la température restera constante et vous avez une fusion simultanée de A, de B et de C avec production d'un melt. C'est marqué là. A plus B plus C plus liquide de composition E1. Une fois la phase B disparue, elle disparaît donc ici, la température se remet à augmenter, mais elle augmente lentement, avec fusion simultanée de A et de C. Et là, on est entre E1 et Y. Entre E1 et Y. Ici, fusion de A plus C plus liquide. D'accord? Jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire le point Y, qui serait celui-ci, à ce point-là, la phase C disparaît entièrement. Et la température augmente un petit peu plus rapidement. Vous voyez, là la température est constante, là la température augmente lentement, et là la température augmente plus rapidement. A. Donc je n'ai plus que la fusion de A de ce point à ce point. Ce point-là, c'est le point X, la fusion est totale. Si vous chauffez ici, si vous continuez à chauffer ici, la température va monter de façon très rapide. Alors, vous pourriez me dire, mais monsieur, pourquoi est-ce que... Bon, ici, la température reste constante, parce que c'est un point eutectique, et on sait que le point eutectique est un point invariant. Tout reste constant dedans, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui modifie ce qui se passe en E1, en l'occurrence, ici, la disparition de la phase B. Alors, ici, la température augmente lentement, parce que l'augmentation de la température est compensée par l'énergie qui est utilisée par les processus, par les réactions de fusion. Les réactions de fusion, elles consomment de la température. D'accord? Elles ne sont pas exothermiques, elles sont endothermiques. Et donc, la température globale du système ne monte pas rapidement. Elle est compensée. L'augmentation, elle est limitée par le fait que les réactions de fusion ont besoin d'énergie, ont besoin de cette température pour fonctionner. Moins il y a de phases à faire fondre, plus la température augmentera rapidement parce que les réactions de fusion sont moins nombreuses, elles ont besoin de moins d'énergie et donc elles consomment moins de cette énergie, la température augmente un petit peu plus vite. Quand il n'y a plus rien à faire fondre, quand il n'y a plus de réaction, eh bien, la température monte rapidement. Maintenant, prenons le cas de la fusion fractionnée.
la fusion fractionnée. C'est-à-dire, à chaque moment, j'enlève le melt qui se formait. Je vais, une fois la phase B fondue, j'enlève le melt. Une fois la phase C fondue, j'enlève le melt. Et je vois comment évolue mon système, le pourcentage de ma fusion partielle, en fonction de la température. Et vous voyez, le diagramme est très différent. Au point E, tout reste constant, c'est la même chose. J'ai A plus B plus C plus un liquide de composition E1. Température constante malgré l'augmentation du pourcentage de fusion partielle. À ce point-là, c'est-à-dire au point E1 toujours, ici, j'ai la phase B qui a entièrement disparu, mais qui est le melt est parti. D'accord? Quand est-ce que recommencera la fusion? Elle ne recommencera pas du tout avant que la température atteigne la température du point eutectique E2, qui est ici. D'accord? Et là, elle reste constante, comme de tout à l'heure, puisque je suis sur un point eutectique et un point invariant, ça reste donc constant jusqu'à la disparition de la phase C, ici. Si je sépare le melt, je n'ai plus qu'un solide qui n'est formé que par une seule phase, qui est la phase A, qui ne peut commencer à fondre que si j'atteins le point de fusion de la phase A, et après, elle restera constante jusqu'à la disparition de A. Vous voyez, ce sont deux choses différentes que vous allez mieux comprendre encore et voir sur le diagramme suivant, sur la figure suivante, toujours mon système. Et là, on va aller observer un petit peu ce que l'on pourrait voir si on faisait de la masse à différentes étapes. Vous allez le voir ici. Donc, le solide X, A plus B, texture granulaire de roche métamorphique. Granulaire, vous savez, c'est comme les péridotites du manteau du Moyen Atlas que vous voyez. Vous avez plusieurs des points triples. C'est une texture en mosaïque qui peut être représentée par ce que vous avez là. D'accord? Une texture en mosaïque, beaucoup de points triples. Et vous avez les phases A, B, C. A, B, C, A, B, C. Voilà la roche, la source magmatique, elle est là. D'accord? Qui est solide. C'est notre X qui est là. La température augmente ou la pression baisse, ce qui va induire une fusion partielle. La fusion partielle se fait au point E1 avec fusion simultanée de A, de B et de C. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seules les parties où vous avez A, B et C en contact qui fondront. Et cela peut être représenté par ce schéma-là. D'accord? Vous voyez, tout ce qui est en noir ici, c'est du melt. Et vous remarquerez que les parties qui fondent sont seulement les parties qui mettent en contact A, B et C. A, B et C. Ça fond. A, B, C. A, B, C. Ça fond. A, B, C, etc. En revanche, les parties, par exemple, où il n'y a que C, B, B, vous voyez, ça ne fond pas. Il faut donc que la composition soit eutectique, si on veut. D'accord? Bien. Ça, donc, on a la fusion. Si on continue, si on imagine, donc le liquide de composition 1 se forme essentiellement là où les cristaux ABC sont en contact. Les autres intersections AAB ou BBC ne produisent pas de liquide. Et ça, c'est l'expérience le montre. Tout ça a été fait en expérience et c'est très bien contrôlé. Si maintenant j'arrive à 3, ici, avec la progression de la fusion, les cristaux résiduels se désagrègent jusqu'à ce que le liquide produit puisse percoler en dehors du système. Alors ici, évidemment, si on est entre E1 et Y, toutes les parties où on a A et C qui sont en contact, qui peuvent aussi fondre. D'accord? C'est la deuxième étape de la fusion. Et là, la quantité de liquide va augmenter. D'accord? Et vous avez les minéraux qui sont là. Et cette quantité de liquide, à partir du moment qu'elle acquiert un volume ou un taux de fusion partielle qui est relativement important, la roche peut devenir perméable. Et donc, le liquide s'échappe, il s'en va. Et ce qui reste, le résidu cristallin, qui n'est plus formé, je vous rappelle, que par A et C, vous voyez, B a entièrement disparu, A et C, ça recristallise. Toujours en texture en mosaïque, plus fine, où vous avez donc
Les résidus cristallins, ce sont les fameuses enclaves de roches ultramafiques, de péridotite que vous avez dans le basalte du Moyen Atlas, par exemple. C'est ça. C'est-à-dire ce qui reste après avoir fondu à un taux bien particulier, produit les basaltes alcalins du Moyen Atlas qui sont grappés, et ce qui reste, c'est le résidu cristallin. Ce résidu cristallin est arraché par les magmas et on a la chance de les retrouver sous forme d'enclave dans ces basaltes. C'est cette partie-là. D'accord? Donc ça, c'est une façon de visualiser les processus de fusion partielle qui sont au nombre de deux. Fusion équilibrée, fusion fractionnée, et ils ont des règles bien particulières qui sont celles que je vous ai données. Maintenant, on va passer, après un petit moment d'arrêt, on va passer à la modélisation de ce processus. On va voir comment peut-on créer un modèle mathématique simple qui me permet de contrôler toutes les étapes de cette fusion partielle. Comment puis-je, en émettant des hypothèses sur un élément chimique ou deux éléments chimiques, en trace évidemment dans la source, sur le coefficient de répartition, comment est-ce que je peux envisager ce que j'obtiens dans les produits de fusion partielle, en fonction aussi du taux de fusion partielle. Je peux faire entre 1%, 2%, 3%, à 10%, à 15%. Je vais donc contrôler certains paramètres qui me permettront de prévoir ce que je peux obtenir. Ok? C'est ce que nous allons faire après une dizaine de minutes de repos, si vous le voulez bien.